Des hélicoptères sur le toit du Parlement où les forces spéciales sont intervenues. La loi martiale a donc été décrétée aujourd'hui en Corée du Sud. Le président évoque les menaces, je cite, du voisin nord-coréen, mais aussi les tensions avec l'opposition sur le budget. Loi martiale, je vous le disais, ensuite bloquée par le Parlement, mais selon l'armée, elle sera respectée jusqu'à ce que le chef de l'État la lève. Je vous propose de l'écouter. Je déclare la loi martiale d'urgence afin de défendre la République de Corée libre de la menace des forces communistes nord-coréennes et d'éradiquer les forces pro-nord et anti-étatiques éhontées qui privent notre peuple de sa liberté et de son bonheur. Cette mesure est nécessaire pour sauvegarder notre ordre constitutionnel de liberté. Chloé Borgnon, bonsoir. Vous êtes notre correspondante en Corée du Sud. Soyez nos yeux et nos oreilles. Que se passe-t-il actuellement là-bas? C'est toujours un peu la confusion autour des derniers événements? Oui, tout à fait, c'est la confusion. Comme vous le disiez tout à l'heure, le Parlement a voté le blocage de ces lois martiales. L'armée a quitté le bâtiment et pour autant, l'armée a déjà déclaré qu'elle continuerait à appliquer cette loi martiale jusqu'à ce que le président lui-même la lève. Alors, selon la Constitution, c'est très clair, le Parlement, une fois qu'il a voté à la majorité, ce qui est le cas, le blocage de ces lois martiales, c'est au président de la République de la lever. Pour l'instant, on n'a toujours pas eu de retour officiel de la part du président Yoon Suk-yeol. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que on voit également un plus grand intérêt en fait de la part de la communauté internationale, puisque l'ONU, les États-Unis et même la Russie ont indiqué suivre avec attention le développement de la situation ici en Corée du Sud, ce qui forcément pousse un peu la Corée à réagir rapidement face à cette pression internationale. Merci beaucoup Chloé pour ces premiers éléments. Bonsoir Jean-Yves Collin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de l'Asie du Nord à l'Asie Center. Tout d'abord, comment en est-on arrivé là? Alors je pense qu'en fait il faut distinguer une raison circonstancielle et une raison un peu plus structurelle. Le budget et la Corée du Nord. Voilà, non, je dirais le budget et les tensions internes à la vie politique sud-coréenne. Le budget, c'est comme en France, si j'ose dire. La procédure budgétaire est en cours. Le budget fait à peu près 500 milliards de dollars et l'opposition, qui est largement majoritaire au Parlement, puisqu'ils ont 187 députés sur 300, a décidé de prendre une mesure qui est jugée extrêmement provocatrice par le président, qui consiste à réduire d'environ 4 milliards de dollars un certain nombre de dépenses. Le bureau présidentiel, le bureau du procureur, le bureau de l'audit notamment, et d'engager une procédure d'empêchement du procureur général et du responsable de l'audit public. Ça, c'est la raison de circonstance. Mais en fait, la raison de structure, c'est un conflit latent depuis le mois d'avril dernier entre le président et le Parlement. Le Parlement précédent avait été élu en 2020 et était déjà un Parlement aux mains du parti d'opposition, le Parti démocratique. Le président, lui, a été élu en 2022 avec une très courte majorité, 0,7%. Et au mois d'avril dernier, le 10 avril dernier, il a tenu des élections générales pour renouveler le Parlement, qui était pour lui une sorte de référendum. Ce référendum, il a perdu. Donc il est dans une situation de cohabitation dure avec le Parlement, avec une guérilla à peu près permanente. Ça peut être sur des sujets qui peuvent, vu de Paris, être un peu triviaux. C'est une histoire sur le sac à main de la présidente. Ce sont des sujets plus importants. Et puis, il y a des tas de procédures judiciaires en cours. Donc ça, ce sont les deux raisons principales qui expliquent la situation. Pourquoi le président parle aujourd'hui de menace de la Corée du Nord et pourquoi a-t-il décrété la loi martiale? Parce que l'article 77 de la Constitution sud-coréenne, qui est un peu équivalent de notre article 16, vise deux raisons pour être mise en place. C'est la sécurité publique, ce qui est en gros ce que je viens d'expliquer, et d'autre part la nécessité militaire. Donc il est d'une certaine manière tenu d'invoquer les deux. Et en plus, vous connaissez le contexte actuel des relations intra-coréennes qui sont très mauvaises, avec une aggravation de la menace nord-coréenne liée aux ogives nucléaires, aux troupes nord-coréennes en Russie et sur la frontière ukrainienne. Donc, il invoque aussi cette motif, mais on n'a pas de raison aujourd'hui, je dirais, claire,
de la part des autorités sud-coréennes et de l'armée sud-coréenne pour invoquer une menace brutale de la Corée du Nord. Décision disproportionnée, du coup? Je pense que, pour parler de manière un peu familière, cette décision a un petit côté coup de sang de la part du président, qui était un homme, on va dire, de tempérament particulièrement fort. Qu'est-ce que ça peut changer finalement dans les prochains jours, cette loi martiale? Pour l'instant, l'armée va la faire respecter. Oui, d'abord, la mesure est officiellement proposée par le ministre de la Défense. Le président décide de la respecter. Et c'est le chef d'état-major qui a publié un décret qui prohibe toute manifestation publique et qui prohibe aussi toute activité politique ou toute activité de parti politique. Et qui entraîne également un contrôle des médias. C'est de la politique intérieure. C'est la politique intérieure. Et donc, aujourd'hui, vous avez plusieurs types de sorties de crise. L'une, c'est que le président abandonne cette décision suite au vote du Parlement. Vous pensez que ce sera le cas? Je ne pense pas. Le deuxième, c'est que le Parlement enclenche une procédure de destitution du président de la République. Pour destituer le président de la République en Corée, il faut 200 députés sur 300. Or, l'opposition en a déjà 187. Et j'ai vu que 190 députés avaient voté pour bloquer justement cette loi martiale. Ça, on est à 10 voix. Le responsable, le chef du Parti conservateur, le PPP, est dans une relation un peu difficile avec le président. Donc il est tout à fait possible qu'une partie du clan conservateur se joigne au clan progressiste. On ne connaît pas bien les relations du président avec l'armée. Donc il faut quand même pas confondre cette loi martiale et un coup d'État militaire. On n'est pas en 1980 quand un précédent président dictateur a décrété la loi martiale pour des raisons militaires. Donc voilà, je pense que la sortie aussi peut-être probable, ce sont des manifestations dans la rue. C'est-à-dire que les Coréens, les Sud-Coréens aussi, on le sent un peu chaud, si j'ose dire. Et dans le passé, à la fin 87, il y a eu des manifestations très violentes pour obtenir le départ du président Chun, celui dont je parlais, qui a institué la loi martiale en 80. Et plus récemment, en fin 2016, la présidente Park Geun-hye, sur fond de scandales divers, a été destituée par des manifestations de l'ordre d'1 million de personnes dans les rues de Séoul. Mais c'est assez rare, les manifestations en Corée du Sud. Pas du tout. Non, non, si vous prenez deux pays voisins, le Japon et la Corée du Sud, le Japon est un pays, on peut dire, quasiment sans manifestations. Et la Corée du Sud est un pays où il y a des manifestations. Il y a par exemple aussi des grèves. Et ça, c'est aussi un élément du fond actuel. Par exemple, il y a une grève des internes en médecine qui date de début février et qui se prolonge apparemment indéfiniment. Il y a eu quelques grèves dans les transports publics aussi dans les 2 derniers mois. Le président, en tout cas, il joue sa place avec cette affaire. Je pense que oui, il joue sa place, effectivement.